Voilà, je vous propose qu'on démarre. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce moment de partage sous le format d'une masterclass. Le Cercle des humanités numériques, c'est un très jeune cercle à Sciences Po puisque nous fêtons nos 2 ans dans quelques jours. C'est le 1er avril 2020 que le conseil d'administration de Sciences Po Alumni a accepté la création de ce cercle qui veut ouvrir une fenêtre un peu différente sur le numérique. Nous souhaitons parler de numérique inclusif, durable, éthique et innovant dans toute son approche sociétale. Sans naïveté, mais avec conviction, nous pensons que le numérique est capable de rendre le monde meilleur, mais bien entendu sous certaines conditions. Il s'agit donc de parler également dans notre cercle parfois des risques du numérique ou du rôle qu'il joue dans nos démocraties. Nous en parlerons à la fin de l'interview avec notre invité notamment. Alors oui, le cercle est jeune, mais il est très dynamique. Grâce à un bureau qui est composé de Rokia Kébé, Amandine Capel, Soraya Bastien, Camille Giraudot et Guillaume Sibou. Ils ont préparé un programme riche et passionnant pour vous accompagner tout au long de cette année. Alors, commençons tout de suite par notre premier événement de l'année, justement. C'est un privilège d'accueillir ce soir un spécialiste de l'intelligence artificielle. Jérôme Béranger est économiste de la santé, docteur en éthique du digital, conférencier, cofondateur et CEO de la société Goodalgo, spécialisée dans l'accompagnement algorithmique, la valorisation de la donnée et l'évaluation éthique des projets digitaux. Il est également chercheur associé à l'Université de Toulouse. Il siège dans plusieurs comités scientifiques et d'éthique au sein de structures publiques et privées, comme le Conseil du numérique en santé. Il a publié plusieurs ouvrages, mais ce soir, il se joint à nous pour nous parler de son essai intitulé « Quand l'intelligence artificielle s'éveillera », publié aux éditions Le Passeur. Vous pourrez par ailleurs acheter son livre, si vous le souhaitez, via le site Sciences Po Alumni en cliquant sur le lien de l'invitation. Alors voilà comment ça va se passer en termes de logistique. Nous avons à peu près 50 minutes d'interview avec Jérôme Béranger. Pendant l'interview, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, donc dans la partie commentaires de Zoom. Nous allons toutes les collecter, puis nous vous poserons vos questions. Jérôme Béranger répondra avec grand plaisir dans une seconde partie. Tout en haut à droite de Zoom, vous pouvez choisir votre mode d'affichage. Je vous propose de prendre le mode d'affichage intervenant afin que vous puissiez avoir Jérôme en affichage. Et puis, au niveau du son, on vous propose de déconnecter votre micro pour que ça soit confortable pour tout le monde. Je vous souhaite donc une très bonne soirée en compagnie de Jérôme Béranger. Et puis, je passe la parole à Amandine et à Guillaume pour l'interview. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme Béranger. Bonsoir, Guillaume. On est ravis de vous recevoir. Alors, Jérôme, je dois vous dire que vous m'avez étonné quand j'ai lu votre livre. Qui s'appelle « Quand l'intelligence artificielle s'éveillera ». Je le montre à tous nos participants ici, publié chez Le Passeur. Et je veux dire que j'ai été étonné parce qu'on découvre que ce n'est pas juste un essai sur le numérique, c'est aussi une fiction que vous nous proposez et que vous vous mettez dans la peau d'une intelligence artificielle douée d'une conscience. C'est une femme, en l'occurrence, et qui s'appelle Mève. C'est une allusion à Ève, j'imagine, la première femme de la création dans la Bible. Et vous lui faites dire beaucoup de choses à votre personnage sur les algorithmes, l'intelligence artificielle, l'éthique. Mais Jérôme Béranger, ce soir, c'est avec vous qu'on va voyager, avec votre personnage qui s'appelle Mève. Et justement, votre ouvrage, il est passionnant parce que vous commencez tout de suite par nous proposer un rappel historique des grandes révolutions industrielles de l'humanité. Alors, je voudrais rappeler à nos participants qui n'ont évidemment peut-être pas encore bien lu le livre ou qui le liront peut-être, et je l'espère, qu'il y a 4 grandes révolutions industrielles que vous nous rappelez, Jérôme Béranger, au début de votre ouvrage. La première, c'est celle de la mécanisation, avec l'émergence de la locomotive à vapeur, c'est au XIXe siècle. La deuxième, c'est celle de la découverte des nouvelles sources d'énergie, le gaz, l'électricité, le pétrole avec le moteur à combustion, l'avion, l'aéronautique. Ce sont les débuts de la mondialisation au sens moderne, avec la création des grandes entreprises. La troisième révolution qu'on connaît bien, c'est celle de l'énergie nucléaire, l'électronique, avec les microprocesseurs. C'est le projet ARPANET, qui est en fait ce réseau de télécommunications militaire qui était décentralisé et qui est l'ancêtre en fait de l'Internet d'aujourd'hui, qui s'inscrit dans un contexte de guerre froide.
Et la quatrième révolution industrielle qui est celle où on est en plein dedans et que nous connaissons bien, c'est celle du numérique, avec la télématique, l'informatique du numérique, la numérisation du monde, on va en parler, celle du big data, de la plateformatisation de la société, des data centers, de l'immatérialité de nos échanges avec les réseaux sociaux. Et puis, vous nous parlez d'une cinquième révolution industrielle que vous annoncez et qui est sans doute déjà commencée, qui s'annonce pour la moitié du XXIe siècle. Laquelle, Jérôme Béranger? Ça va être tout simplement quand on parle, elle a déjà commencé, oui et non, c'est-à-dire que chaque révolution industrielle s'appuie sur les anciennes révolutions industrielles pour se construire au fur et à mesure. On ne part pas de zéro pour créer une nouvelle révolution industrielle. On prend l'acquis de ce que l'humanité a déjà développé et conçu et on attend à ce qu'il y a des alignements de planètes, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles inventions qui vont faire passer l'humanité à un jour d'avant et à après. Donc là, on peut réfléchir en se disant, qu'est-ce qui va être la prochaine révolution industrielle? Il est fort probable que ça risque d'être autour de tout ce qui est la physique quantique et plutôt l'ordinateur quantique. Pourquoi? Parce qu'on le voit bien, c'est qu'on est toujours dans ces révolutions industrielles, ça touche à chaque fois, quand vous imaginez bien, la communication, l'énergie et le transport. Et donc, c'est de l'information. Et avec l'informatique quantique et la physique quantique, donc le microcosme, donc là, on est au niveau des atomes, là, on va multiplier pour un ordinateur par 1 million, voire plus, la puissance d'un ordinateur classique. C'est-à-dire que tout ce qui est le champ des impossibles en mathématiques peut prochainement devenir possible. Et donc, du coup, se dire qu'il y aura un gap quand on aura franchi ce cap-là, où on aura vraiment un avant et un après, et toutes ces révolutions industrielles fonctionnent comme ça, avec toutes les répercussions que cela peut avoir en termes de société, de comportement, d'usage, d'éthique, de géopolitique. Et pourquoi je parle de géopolitique encore plus à l'heure actuelle, c'est qu'on voit bien que celui qui détient, qui possède cette nouvelle révolution industrielle, et donc du coup les usages et les outils qu'on en fait, et les applications, à savoir, là, ça sera surtout la Chine et les États-Unis, parce que quand en Europe, on investit quelques millions sur tout ce qui est l'intelligence artificielle, et donc tout ce qui est autour de la quantique, et ben, aux États-Unis et en Chine, c'est des budgets de plusieurs milliards. Et donc, on voit bien qu'il y a un énorme enjeu géopolitique et de pouvoir qui est en train de se jouer actuellement. Et d'ailleurs, il y a déjà un satellite chinois qui a été lancé en 2017 qui s'appelle MOSI, sur de la communication quantique et qui fait de la téléportation quantique, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire, alors j'imagine qu'il y a déjà des laboratoires, même aux États-Unis ou ailleurs, qui ont déjà embrayé le pas. Mais il faut savoir qu'il y a déjà des applications de télétransportation d'atomes ou de molécules d'un point A à un point B, où on arrive vraiment à faire de la télétransportation sur des molécules. Le problème, c'est que ces molécules, on ne les retrouve pas dans le même ordre. Ces atomes, on ne les retrouve pas dans le même ordre en termes de structure, ce qui pose un peu des problèmes, vous imaginez, si on le fait à l'échelle d'un animal ou d'un être vivant ou autre. Mais même pour des objets, ça serait un peu compliqué. Mais en fait, si vous voulez, pour arriver, et une des déclinaisons, c'est, vous avez parlé très bien de la télétransportation, ça peut être aussi les avatars quantiques. C'est tout ce qui est le métaverse avec, quand on va toucher à la quantique, on va toucher à tout ce qui est l'espace-temps. Et donc, du coup, on peut imaginer que c'est encore de la science-fiction. Je vous rappelle qu'il y a encore, dans les années 80, on parlait de science-fiction avec Retour vers le futur ou autre chose, sur des choses qui maintenant, des outils qui mettaient en avant, qui maintenant existent déjà. Et donc, du coup, se dire que ça n'arrivera jamais, je pense qu'à l'échelle humain, d'un être humain, c'est entendable. À l'échelle de l'humanité, c'est fort peu probable. Parce qu'on voit que chaque révolution industrielle, on le voit qu'il y a une accélération. Elles arrivent de plus en plus vite depuis le XVIIIe siècle jusqu'à maintenant.
Et donc en écrivant ce livre, j'avais découvert une loi que j'ai appelée la loi de Mève. C'est comme la loi de Moore, finalement. Alors, on verra si le futur me donnera raison ou pas. C'est une loi de corrélation. Donc, on ne peut pas l'expliquer mathématiquement ou scientifiquement, mais elle se reproduit. Et cette loi, en fait, elle indique quoi? Ma corrélation, elle est assez simple. C'est qu'au début de chaque nouvelle révolution industrielle, la population mondiale double. C'est-à-dire qu'on passe de 0,6 milliards à la première révolution industrielle qui était le charbon, la machine à vapeur, à 1,2 milliard avec tout ce qui était le moteur à explosion, à 2,3 milliards, puis 4,7 et potentiellement, peut-être qu'en 2045, on atteindrait peut-être avec les projections des 9,4 milliards qui correspondraient justement à l'arrivée de cette cinquième révolution industrielle. Et juste pour finir, on n'en parle pas parce que ce n'est pas considéré dans les livres d'histoire comme étant une révolution industrielle à part entière, mais même la révolution l'invention de l'imprimerie de Gutenberg, on peut la considérer, beaucoup la considèrent comme une révolution industrielle, en tout cas des savoirs, parce qu'il y a eu un avant et un après dans la connaissance et la transmission de l'information dans le monde. Et il faut savoir que cette loi-là, on était à ce moment-là, on était à 0,3 milliards. Donc, ça fonctionnerait encore. Donc, on voit bien que la technique, elle est toujours au cœur de l'évolution de l'humanité, à chaque révolution. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous vous interrogez beaucoup sur les rapports entre l'homme, la machine, la numérisation du monde, ce que vous appelez la datafication en fait de la société. Et vous vous interrogez sur la nature du langage du numérique et la définition d'un code informatique qui correspondrait en fait à l'ADN de tout logiciel informatique. Et nos images, nos mots numériques en fait sont codés en code binaire 0-1. Un ordinateur, il manipule pas juste des nombres, mais des symboles qui représentent ces nombres. Et donc la codification, c'est donc une technique sous la forme de séries de symboles. Et donc la projection numérique n'est pas une représentation directe du monde, mais une exploitation de symboles qui, eux, illustrent une conceptualisation du monde et donc une vision du réel. Et ma question, d'ailleurs, elle irrite beaucoup, beaucoup votre ouvrage, c'est est-ce que selon vous, Jérôme Béranger, avec le numérique, est-ce que nous sommes devenus, nous, les humains aujourd'hui, qu'une suite de 0 et de 1? Alors, c'est vrai que je me suis posé la question et c'est ce qui m'anime aussi. Et je vous remercie de l'avoir remarqué à travers les différentes phrases et passages de mon livre. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai une approche assez pythagoricienne du monde en disant que le langage universel, pour moi, est basé sur la numérisation et sur le chiffre 0, 1 ou autre, que ce soit binaire ou autre, ce n'est pas ça le problème. Mais je ne sais pas si finalement on devient, avec les nouvelles révolutions industrielles, les nouvelles applications digitales, on se digitalise de plus en plus. J'ai envie de dire, forcément, oui, on le voit bien, les téléphones portables, les puces, les implants qu'on peut faire de plus en plus au sein même, bientôt le numérique s'incorpore dans la personne. Alors qu'avant, c'était un outil extérieur. Maintenant, c'est un prolongement de la personne. Ça, c'est vrai. Peut-être que plus tard, ça sera à l'intérieur de la personne. Moi, je mets ma ligne jaune là-dessus. Ça ne me dérange pas de créer et penser des intelligences artificielles fortes, peut-être douées de conscience, une certaine sorte de conscience. Par contre, modifier l'essence même de la personne via tout ce qu'on parle autour du transhumanisme, ça, je me l'interdis. C'est ma ligne jaune que je ne veux pas dépasser. Par contre, je suis persuadé que finalement, et ça, c'est quelque chose qui m'est cher, c'est que je viens du principe qu'en fait, on n'a rien réinventé. C'est-à-dire qu'on refait les mêmes choses sous différentes formes et actualisées. Vous reprenez les penseurs grecs et latins, Platon, Socrate ou les autres, finalement, ils avaient tout dit dans les approches philosophiques, que ce soit au niveau de l'éthique, Spinoza et autres. C'est juste qu'on les réhabille. Le serment d'Hippocrate en médecine, on retrouve les différents principes éthiques qu'on va énumérer sûrement plus tard. On les retrouve. Alors, c'était au 5e siècle après Jésus-Christ.
Et donc, du coup, si vous voulez, 2000 ans après, on reprend les mêmes concepts et les mêmes principes qu'on réhabille d'une autre façon ou qu'on utilise d'une autre façon. Donc, je pense qu'en soi, l'être humain a toujours été des suites de 0 et de 1, peut-être parce que même la nature même, c'est-à-dire que vous prenez ce qu'on appelle, il y a des chercheurs comme Bernard Chazelle qui a démontré ce qui étaient les algorithmes naturels. Oui, les algorithmes génétiques. Ouais. Dans la nature, on voit bien qu'il y a des représentations remarquables. On parle du chiffre d'or qu'on retrouve étrangement ou d'un point de vue. Je ne crois pas au hasard. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des finalités, un déterminisme, je ne sais pas. Mais en tout cas, les choses arrivent et se reproduisent. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est la vision de Léonard de Vinci, d'ailleurs, qui est un de mes maîtres à penser, mais comme beaucoup, dans l'homme de Vitruve, l'homme avec les mesures et les proportions parfaites, on retrouve le chiffre d'or, etc., d'harmonie. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est suite de 0 au D1. Peut-être que ça fait polémique de parler en disant « oh, on ne numérise ou pas », mais en tout cas, rien que l'ADN, de quoi on est constitué, finalement, avec ces doubles et triples hélices, on retrouve ces formes remarquables. Et donc, du coup, voilà. Après, il y a une amplification, c'est vrai. Donc, on va quand même vers une forme d'algorithmisation massive de nos sociétés, un exemple, avec une guerre de l'information quand même qui est assez compétitive. Ah bah oui, bah on le voit même actuellement aussi en termes géopolitiques. Tout le monde s'espionne, en fait. Donc, du coup, si vous voulez, c'est celui qui détient l'information. Tout est information. Ça, c'est quelque chose que j'ai, en écrivant les différents ouvrages, on le voit bien que les points communs dans tout ça, que ce soit en termes d'énergie, de transport, de communication, et donc, du coup, on peut créer même, pour moi, un des grands savants qui est reconnu, mais qui malheureusement n'a pas eu de prix Nobel parce qu'il n'y avait pas dans sa discipline un prix Nobel, c'est Claude Shannon, avec sa théorie de l'information. En fait, et je suis en train de regarder si la théorie de l'information croisée avec la théorie de l'évolution de Darwin, finalement, on ne pourrait pas aussi avoir des corrélations et des équations par rapport aux intelligences artificielles. Et parce qu'en fait, on voit qu'il y a des langages communs. Et vous pensez, Jérôme, qu'il y a une forme de darwinisme, en fait, de lutte par la compétition entre l'homme et la machine, entre l'intelligence artificielle et l'homme? Vous parleriez de darwinisme? Oui, c'est-à-dire que dans tous les cas, dès qu'il y a un nouvel acteur qui apparaît au sein de la société ou du monde et qui va être en concurrence finalement avec l'espèce vivante, qu'elle soit artificielle ou non, et finalement, le darwinisme, c'est quoi? C'est une évolution. C'est la théorie de l'évolution, c'est quoi? C'est qu'on prend un être vivant, et d'ailleurs, il ne le dit pas si c'est artificiel ou organique, même si à cette époque-là, c'était forcément organique. Et il dit justement, il interagit avec son environnement, son écosystème, pour évoluer et s'adapter et apporter les meilleurs et survivre et apporter une mutation pour être le plus propice à tel espace finalement. Et l'intelligence artificielle, elle commence à être auto-apprenante. Et donc, on apprend, pour l'instant, elle est faible, on apprend juste la machine à apprendre, mais elle est en interaction totale de plus en plus avec son écosystème, avec l'infosphère, c'est-à-dire l'information qui gravite autour d'elle, qui va l'alimenter. Et donc, du coup, si vous voulez, même vis-à-vis de l'être humain, et ça, j'en parle régulièrement dans l'ouvrage, on a forcément une confrontation qui se fait entre l'être humain et la machine sous différentes formes. Donc, le darwinisme, il peut être forcément, il apparaît. Alors là, Jérôme, je rebondis tout de suite sur ce que vous venez de dire, sur cette confrontation entre l'homme et la machine, parce que justement, vous expliquez dans votre ouvrage que l'IA, et d'ailleurs vous venez de nous le dire, n'est pas juste qu'une interrogation technologique, c'est une interrogation à la fois philosophique, sociopolitique et éthique, et qu'au centre de ces préoccupations, il y a la question. Et là, je vais un petit peu expliquer pour nos participants, parce que c'est tout à fait intéressant et je trouve ça passionnant aussi, la question de la singularité technologique. Alors, que vous posez comme une hypothèse. Alors, qu'est-ce que c'est la singularité technologique? Eh bien, c'est cette hypothèse d'un emballement
du progrès technologique qui pourrait conduire à l'avènement d'une IA suprahumaine. Et si on écoute bien ce que vient de nous dire Jérôme, cette question est dans la continuité de ce qu'il est en train de nous expliquer. Je voudrais vous entendre là-dessus, Jérôme. Mais c'est l'avènement d'une IA suprahumaine qui disposerait de capacités complètement autonomes. En gros, c'est le syndrome de Terminator, quoi. C'est Matrix avec les machines qui prennent le pouvoir. C'est l'assujettissement inéluctable de la civilisation humaine à une croissance technologique d'un ordre supérieur. Est-ce que vous y croyez vraiment? Parce que vous savez que la communauté scientifique, elle est quand même plutôt sceptique là-dessus. Peut-être que ma question, on va dire peut-être plus réaliste, ce serait de dire, selon vous, jusqu'où peut-on laisser aux algorithmes la maîtrise de nos sociétés, Jérôme Béranger? Alors, si vous voulez, moi, je suis assez tranquille sur le côté de dire les choses ou pas d'un point de vue le politiquement correct ou un consensus vis-à-vis de la société savante et scientifique. Et je pense que c'est d'ailleurs, ça peut me jouer des tours, mais c'est aussi une de mes forces. C'est qu'en fait, moi, je casse les tabous, je casse les codes et les dogmes pour avancer et d'apporter des nouvelles pistes. Après, qu'on n'adhère pas, c'est une chose. Mais en tout cas, je viens du principe que rien n'est figé. Et que finalement, c'est quand les grandes inventions ou les grandes idées ou les découvertes se font, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est soit par hasard, de manière fortuite. Alors, on va dire peut-être que est-ce que le hasard existe, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou soit parce qu'on ne part pas d'une base qui est un préétabli, un dogme, et on va dans un autre postulat sur différentes bases et on essaie d'apporter un nouvel éclairage. Et après, on regarde. C'est un peu le faire pour penser et penser pour faire de Léonard de Vinci. Et donc, en fait, si vous voulez, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, pour revenir à la question, se dire encore une fois que… Alors, j'ai essayé de faire le livre qui est justement pas le syndrome, parce que tous les ouvrages, les articles, les films autour de l'IA forte, eh ben, vous l'avez très bien dit, ça va être anxiogène, c'est Terminator, c'est jamais bienveillant, c'est jamais autre. Et donc, du coup, moi, je voulais réhabiliter ça en disant, eh ben non, si on y réfléchit dès le début, avant que ça arrive, et qu'on apporte les bons contextes, les bons écosystèmes, les bonnes instances, on en parlera sûrement après, qui gouvernent et qui contrôlent, qui régulent ces nouvelles activités et ces nouvelles innovations technologiques, ça peut être un bien fondé et apporter vraiment une plus-value pour l'humanité. Justement, Jérôme Béranger, on va en parler maintenant parce que merci d'aborder cette question de la régulation et de l'éthique, puisque toutes ces interrogations autour de l'évolution de l'intelligence artificielle, des craintes, des risques que cela peut comporter, ce sont aussi des opportunités. C'est une chance aussi pour nous, dans la mesure où on va pouvoir être aussi augmenté dans nos capacités. Alors, la question de l'éthique, chez vous, elle est très présente, même pas seulement dans votre ouvrage, dans vos interventions, dans votre pensée, et c'est au cœur de votre réflexion. Vous en parlez beaucoup, c'est très important à vos yeux. Vous utilisez l'expression de éthique algorithmique. Alors, peut-être un petit mot sur l'éthique, rapide, et nous expliquer assez rapidement qu'est-ce que c'est que l'éthique algorithmique pour ensuite nous aider à comprendre quels sont les principes sur lesquels vous vous êtes basé pour parler de l'éthique algorithmique. Jérôme Béranger. L'éthique algorithmique, c'est tout simplement l'éthique qu'on applique à une application digitale ou artificielle. Et donc, du coup, alors il faut savoir qu'il y a encore 10 ans, associer l'éthique au numérique, c'était antinomique, on ne voyait pas l'intérêt et la pertinence parce que les gens n'avaient pas digéré ces nouvelles technologies, parce que ça n'intégrait pas leur quotidien. Oui, puis c'est pas juste la pratique des bons usages. Ça ne se réduit pas à ça, en fait. Si vous voulez, à partir de l'éthique, c'est quoi? C'est une pensée en mouvance qui permet de tendre vers un meilleur comportement et une meilleure habitude, ethos, habitat, pour justement répondre et résoudre à un problème ou une problématique donnée. Et c'est quelque chose qui est transversal et systémique, si vous voulez. Et ça ne doit pas être figé. Et donc, du coup, moi, si vous voulez, ça m'arrange bien parce que le digital, par nature, c'est quelque chose qui avance dans le temps, qui est évolutif, qui est transversal, qui est systémique. Le digital, il est partout au sein d'une entreprise.
que ce soit d'un point de vue du numérique, mais aussi du réglementaire, de l'organisationnel, de la stratégie, de l'usage qu'on en fait. Et ça, de la qualité, c'est partout, de la communication. Et l'éthique, c'est appuyé. Alors que moi, je suis appuyé sur 4 principes éthiques qui font des principes reconnus maintenant au niveau universel et qui ont été écrits pour la première fois et désignés par Beauchamp et Childress en 2001. Oui, je précise à nos participants que ce sont 2 enseignants américains qui ont travaillé sur l'éthique en biomédical, donc Exactement. En santé. Et je précise ça parce que Jérôme Béranger se base sur ces 4 principes éthiques que vous allez rapidement nous expliquer. C'est tout à fait passionnant et ça se transpose et se déporte très bien vers d'autres secteurs, d'autres sphères que ceux de la santé ou du biomédical. Exactement. Bon, moi, à la base, j'étais directeur d'établissement de santé privé. Donc, du coup, c'est vrai que c'était mon secteur d'activité. Et on retrouve ces 4 principes éthiques que je vais vous énumérer, on les retrouve dans le serment d'Hippocrate. C'est pour ça qu'on n'a rien inventé, même 2000 ans après. Donc, ces principes, ils sont simples. C'est un peu, si vous voulez, l'éthique, c'est donner du sens à une action. En gros, ça, on va dire que c'est ça. Et les 4 principes éthiques, on peut dire que c'est des points cardinaux d'une boussole qui donnent l'orientation. Et donc, du coup, si vous voulez, il y a le principe de bienfaisance, c'est-à-dire le bien fondé d'une action. Ça, c'est le premier principe. C'est le premier principe. Celui-là, il est souvent associé à le service à la personne, au bénéfice, à l'utilité, à la qualité de telle ou telle action. Après, il y a un deuxième principe qui est assez aussi individuel, qui est assez fort, c'est le principe d'autonomie. Alors celui-là, on en a entendu énormément pendant la crise du Covid, avec quelles actions il fallait prendre, parce qu'on était vraiment dans un dilemme éthique. Est-ce que c'était avec un scope plus sanitaire, un scope collectif, individuel? Est-ce que c'est un scope économique, politique? On le voit bien, l'éthique, c'est tout ça. C'est tous les paramètres. Donc, ce principe d'éthique, il est vraiment associé au respect de la personne et c'est le libre arbitre, c'est le consentement libre et éclairé. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, où c'est une autre dimension, plutôt temporelle, finalement, et non plus à l'instant T, qui est le principe de non-malfaisance. C'est, si vous voulez, se dire, on réfléchit aux conséquences, aux répercussions dans le temps. Et donc là, c'est associé à tout ce qui est, on fait l'anticipation, la préconisation, c'est l'incertitude, c'est la proportionnalité. Et le quatrième principe, qui a une dimension un peu plus au-dessus, même si chacun a ses propres valeurs, c'est une dimension plus sociétale, c'est le principe de justice. Et là, c'est basé sur des règles qui vont être plutôt la solidarité, la responsabilité, l'équité, l'égalité. Et ces 4 principes, ça qui est intéressant, c'est que quand on parle, c'est le sens. Et le sens, ça peut être aussi le sens, la sensation, le sens humain. Et dans le sens, c'est quoi? On voit que ces 4 principes, on peut les associer à des émotions qui permettent, parce qu'on est des êtres avec des émotions, d'autres qui ont moins d'émotions d'autres, ou de sensibilité. Ça, je ne juge personne. Mais si vous voulez, l'autonomie, c'est associé à la sensation de respect, bienfaisance à la compassion, non-malfaisance plutôt à la crainte, hein, on craint, et la justice, c'est l'indignation, on est révolté. On le voit bien que, et la justice, c'est associé à la solidarité, responsabilité, égalité, équité, etc. Donc, et Jérôme Béranger, si on les applique, merci, c'est passionnant, parce que si on les applique maintenant à l'intelligence artificielle, ces 4 principes-là, peut-être nous donner 1 ou 2 exemples. On ne va pas couvrir tous les principes, les 4, on les a bien compris. Hein, je les rappelle, hein, c'est la bienfaisance, la non-malfaisance, l'autonomie et la justice. Si on les applique à l'intelligence artificielle et donc au monde du numérique, peut-être particulièrement à l'entreprise. Si on en prend 2, par exemple, allez, on va dire principe de bienfaisance et autonomie. À l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? On prend le principe de bienfaisance au sein d'une entreprise ou d'une institution qui veut intégrer, qui veut concevoir une IA. Et il est en responsabilité et en concepteur et il doit se poser plein de questions. Donc, principe de bienfaisance, quand vous êtes maître d'œuvre ou d'ouvrage, vous devez se dire comment s'assurer que mon IA ne porte pas atteinte déjà aux droits de l'homme. C'est un peu bête, mais voilà. Et donc, on est associé avec le réglementaire. Et puis aussi, ça peut dire, est-ce qu'une fois que mon algorithme
il superforme l'activité à un instant T de l'être humain, est-il contraire à l'éthique de ne pas l'utiliser par dire bah non, ça va remplacer telle tâche. Oui, mais si ça apporte une meilleure efficacité au service de la personne. Vous voyez, on a déjà une balance. Comment on va garantir que l'IA sert et protège bien l'intégrité physique et morale de la personne auquel l'IA elle a été alimentée par des données à caractère personnel. Principe d'autonomie, pareil, au sein de l'entreprise ou d'une structure qui va faire de l'IA, on va va se poser des questions en disant comment pouvons-nous s'assurer que l'IA soit responsable ou conserve une liberté individuelle de libre arbitre du professionnel. Est-ce qu'on va pas être techno-dépendant et on va pas perdre un savoir-faire, notamment en médecine, si demain il y a une application, un système expert qui lui donne le diagnostic sans que lui, il a ce travail de ressenti, ce qui est très important dans la relation médecin-patient, ça pose des questions. Est-ce qu'il ne va pas avoir une dilution de la responsabilité? Parce que si à un moment on se cache derrière la machine, qui va être responsable? C'est des questions. Et donc, du coup, qui va avoir les sanctions ou pas, si après c'est malveillant ou si on apporte des mauvais résultats. Et donc, du coup, il y a toute une. Est-ce que mon IA ne va pas être manipulatrice ou ne va pas tromper? Donc, il y a une espèce de garantie humaine à avoir aussi. Est-ce que ça a un impact directement sur ce qu'on appelle au fond l'éthique by design? Ça a un impact. Alors, l'éthique by design, si vous voulez, pour ceux qui nous écoutent, mais la plupart, je pense, le savent, c'est se dire, dès la conception d'un projet digital, on y incorpore, on y intègre des recommandations et des préconisations éthiques. Donc, forcément, quand on est le directeur du projet en conception, on préconise, que ce soit le RGPD, mais autour de la data, mais bientôt le futur règlement européen, l'AI Act, préconise de plus en plus des actions et des recommandations éthiques et un vrai socle éthique de régulation dès la conception de ces projets digitaux. Mais là où il faut le dire tout de suite, parce que c'est très important, c'est si vous avez une vision darwinienne en disant l'IA, même si elle n'est pas encore forte, elle est auto-apprenante de plus en plus, elle évolue dans le temps. Vous pouvez faire du by design dès la conception. S'il n'y a pas un suivi dans le temps et un accompagnement, les biais qui étaient peut-être mineurs ou qui n'existaient pas à l'instant T plus 1 et T plus 2, ils peuvent être majeurs ou apparaître. Et c'est ce que moi j'appelle, et qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, et que je remets dans le livre, c'est ce que j'appelle le concept de l'éthique by évolution, justement. C'est-à-dire moi je considère désormais qu'un projet d'IA plus ou moins complexe, c'est comme un organisme vivant, mais artificiel. Alors, ça peut choquer là-dessus. Et pour vraiment répondre à la question que je n'ai pas eu le temps de le dire sur l'IA forte, est-ce que ça va apparaître comme on l'indique? Et ça, c'est important que vous l'ayez en tête. Pour moi, l'IA forte apparaîtra, que ça soit en 2045 ou dans 100 ans ou 200 ans, mais ça apparaîtra forcément, mais forcément pas dans l'ampleur qu'on le dit. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de conscience artificielle, mais ce ne sera pas une conscience multiple ou multifacette comme on peut l'avoir avec l'être humain. Elle ne sera pas monotâche, ça c'est sûr. Elle ne sera pas forcément générale, mais elle va s'étendre progressivement, ça c'est sûr. Je ne sais pas si elle aura son libre arbitre, mais en tout cas, il y aura une trace de conscience multiforme. Et pour encadrer cette future IA forte, Jérôme Béranger, vous avez, et c'est le socle même de votre réflexion dans cet ouvrage, vous avez conçu une charte éthique basée sur les 4 principes éthiques que vous nous avez expliqués tout à l'heure et qui sont autour des recommandations qui concernent directement les projets digitaux. C'est une charte sur l'éthique algorithmique que vous proposez en 5 catégories. Alors, je vais les nommer, je vais les dire. Vous développez une charte sur l'éthique de la donnée, l'éthique de l'algorithme,
l'éthique des systèmes, des machines, l'éthique des pratiques, l'éthique des décisions. C'est tout à fait passionnant, c'est très riche, c'est très dense. On ne va pas avoir le temps de toutes les expliquer, mais est-ce que vous pouvez nous en dire juste, allez, 2 mots pour nous dire quel est le sens de cette charte? Alors, je peux même vous rajouter que depuis, parce que je l'avais écrit il y a déjà 2 ans, mais non, avec le Covid, il y a même une 6e famille d'éthique qui apparaît. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est vraiment se dire que l'éthique, il ne faut pas la prendre d'un point de vue cloisonnante vis-à-vis du digital. Sinon, on dénature l'éthique. C'est-à-dire que ça doit être une pensée en mouvance qui a une vision systémique et transversale. Donc, un projet numérique, ce n'est pas uniquement de la data. Donc, forcément, il y a de la data. Donc, on pose toutes les questions autour de la donnée. C'est un peu l'essence de la voiture, c'est ce qu'on dit souvent. Très bien. On prend l'image de la voiture. L'éthique des algorithmes, c'est toutes les questions autour de l'algorithme, c'est-à-dire de savoir si il est robuste, transparent, fameux effet boîte noire, explicable, automatique, robuste, fiable, quels sont les biais ou pas. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir le moteur de la voiture avec les algorithmes, mais vous pouvez avoir l'essence la plus propre du monde. L'algorithme, le moteur le moins défaillant du monde. Ce qui est important aussi, c'est la fonctionnalité de la voiture. Si vous avez, là, il fait nuit là, à Toulouse, si je n'ai pas de feu, comment je fais pour circuler? Je suis un danger public. Ou s'il y a du brouillard, comment je fais si je n'ai pas de feu anti-brouillard? Et donc, du coup, ça, c'est ce que j'appelle l'éthique des systèmes. C'est tout ce qui est l'ergonomie, la cohérence, la pertinence, l'applicabilité, l'adaptabilité. 4e éthique qui est important, et que je ne crois pas l'avoir mis dans ce livre-là, mais dans celui qui suit après, c'est l'éthique de l'environnement. Mais pas forcément l'environnement écologique, ça en fait partie, mais c'est l'écosystème. C'est par rapport à la voiture, c'est la route. C'est est-ce que j'ai du monde ou pas autour de moi? Et donc du coup, je suis en interaction. Et une IA aussi, un projet digital à l'instant T, en plein Covid, n'a pas la même portée, le même usage avant, après et pendant. Et donc, c'est l'environnement géopolitique, culturel, écologique, politique, sanitaire. Et les 2 dernières familles d'éthique qui sont importantes et qui sont en relation directe avec tout ce projet numérique et ces applications d'IA, c'est l'éthique des pratiques, c'est-à-dire l'inclusivité, la confiance, la déontologie, droit, devoir, la régulation, la vie privée et les décisions qu'on les prend. C'est la dernière famille d'éthique, l'éthique des décisions, où là, on retrouve la gouvernance, la garantie humaine, les responsabilités, le libre arbitre, la gestion. Là, c'est un peu plus sociétal. Et vous voyez que si vous avez ces 6 familles d'éthique, vous pouvez les associer à des notions importantes, fortes, que vous retrouvez et pouvez évaluer comme ça, au fur et à mesure, tout un projet numérique. Mais tout s'entremêle. C'est ça toute la complexité et la richesse de l'éthique appliquée au digital. Et vous prenez un exemple, le RGPD, c'était une avancée, même si 80% du RGPD, c'était vraiment basé sur la loi de 78, liberté et informatique. Ils sont vraiment largement appuyés là-dessus. Après, il y a 20% en plus, c'est vrai. Mais c'est très orienté data. D'où la nécessité, Jérôme Béranger, d'être très, très informé, tout ça, sensibilisé, d'être éduqué, d'être formé. Je vais terminer avec peut-être ce dernier point, parce que c'est un aspect très intéressant qu'il ne faut pas oublier, qui est, chez vous, qui est, je trouve, tout à fait éclairant, c'est celui de la formation. Vous parlez de formation initiale, vous parlez de formation continue, de l'enseignement universitaire et d'éducation. Nous sommes au sein de Sciences Po Alumni. J'ai d'autres participants qui viennent de notre école, comme le M Lyon Business School, par exemple. Quel est votre regard, Jérôme Béranger, sur notre monde de la formation et de l'éducation? Et ensuite, nous passerons aux questions d'actualité. Alors, là, j'ai un regard, je ne sais pas s'il est dur ou si c'est alarmiste ou par rapport à… Le problème, c'est qu'il a les faiblesses de sa bureaucratie, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un peu… il met du temps à réagir par rapport aux demandes du terrain. Je donne un exemple, mais c'est de plus en plus. C'est-à-dire que de plus en plus, on voit avec les générations que les termes algorithmes, etc., ou le langage Python rentrent de plus en plus tôt au niveau du collège, voire du lycée,
un exemple, ma nièce maintenant qui a 6-7 ans, mais même en première ou deuxième section de maternelle, elle m'a dit, moi, on m'a appris ce que c'était un algorithme. Je lui ai dit, tu as dû te tromper, elle avait 4 ans et demi à cette époque-là. Et elle me dit, non, elle nous a dit elle nous a montré un boulier avec des boules jaunes, rouges, vertes. Elle nous a dit, un algorithme, c'est la somme de toutes ces différentes couleurs, combinaisons, et c'est ça un système algorithmique. Moi, je pense, j'ai eu mon bac en 96, je pense qu'avant 96, je ne suis pas sûr qu'on intégrait la notion d'algorithme. Donc, je suis assez encourageant et optimiste en disant que elle est dans la génération alpha, c'est-à-dire elle est née avec le digital. C'est ça qu'il faut voir. Donc, du coup, si vous voulez, c'est intuitif pour elle. Et donc, du coup, là, on voit transparaître des nouveaux corps de métier qui apparaissent, mais ça prend du temps parce que l'université est une grande bureaucratie. En étant chercheur associé à l'INSERM, je sais dont je parle, ce n'est pas une critique, c'est dans sa structure même. Mais donc, du coup, pour créer des formations, ça prend des années. Et donc, des DU, des masters différents, ça prend du temps. Et là, on voit émerger des nouveaux métiers comme le Digital Ethics Officer. Il y a la première masterclass qui est sortie à Paris il n'y a pas très longtemps. Là, il vient de sortir à Paris, à la Défense, dans quelques semaines ou mois, le Metaverse Collège. C'est-à-dire qu'ils vont développer pour des Bac plus 2 à Bac plus 5 des spécialistes de la 3D pour l'univers du métaverse de Facebook et autres. Et donc, on voit apparaître vraiment, mais ça prend du temps. Et par contre, là où je suis plus critique, c'est que je trouve qu'on ne s'appuie pas encore assez. Alors, on va dire qu'il y a un problème de budget aussi. On n'est pas loué tous à la même enseigne, hein, c'est comme pour les hôpitaux avec l'innovation. On ne s'appuie pas encore assez sur les nouvelles technologies pour modifier et réformer et apprendre plus vite ou mieux ou de manière plus performante et ciblée. Et je pense qu'il y a la médecine personnalisée associée à l'IA de plus en plus. Et je pense qu'il n'y a pas encore de l'éducation nationale personnalisée associée à de l'IA. Et ça, c'est un vrai problème parce que, ne vous inquiétez pas, les Américains et les Chinois l'ont très bien compris. Et là-dessus, on a vraiment beaucoup d'années de retard là-dessus. C'est pour ça que nous faisons cette masterclass Sciences Po Alumni avec Jérôme Béranger, n'est-ce pas? Donc, importance d'apprendre vite dans un monde où les choses nous confrontent de plus en plus à des situations complexes, incertaines, pas seulement avec les défis de l'intelligence artificielle, mais également une actualité compliquée, difficile. Cela nous amène maintenant à une ouverture justement sur la société, des questions de société d'aujourd'hui. Nous allons aborder l'Ukraine, mais pas seulement, nous allons avoir d'autres sujets. Et je passe la parole à ma camarade Amandine. C'est à toi, chère Amandine. Merci Guillaume, merci Jérôme pour tous ces éclairages. Effectivement, ce que vous dites en dernier sur la formation fait fortement écho à mon expérience personnelle d'ancienne prof de l'éducation nationale et qui a expérimenté quelques rigidités dans l'innovation pédagogique. Donc merci de parler et de soulever ce point qui me touche particulièrement. Donc bonjour à tous et à tous. Comme vous le savez et comme l'a rappelé Ismaël en début de séance, effectivement, les humanités numériques appréhendent par définition la relation entre les technologies d'une part et la société au sens large. Et c'est la raison pour laquelle on vous propose cette petite séquence en lien avec l'actualité du moment pour bien mettre en perspective tout ce que vous nous avez dit jusqu'à présent autour de votre livre. Et je vais vous proposer 3 thématiques, peut-être 4 si on a le temps, mais en tout cas 3 thématiques. La première, j'aimerais parler de cette tendance éthique responsable dans l'entrepreneuriat dont on entend parler de plus en plus, ce côté tech for good de la French Tech et avec des possibles risques de dérive vers de l'éthique washing. Alors en effet, aujourd'hui, de plus en plus de sociétés tentent de s'ancrer dans cette démarche de responsabilité et en particulier ces jeunes pousses technologiques qui cherchent à, entre guillemets, changer le monde via cette technologie. Alors Jérôme, imaginons, demain je suis une start-up, comment puis-je m'assurer que le développement de ma solution sera éthique et que les usages apportés resteront dans une logique de non-malfaisance? Autrement, voilà. Comment détecter cet ethic washing et finalement comment ne pas céder aux pressions de marché? C'est exactement à partir de cette question-là que j'ai déjà
il y a 10 ans, développé ma thèse de développer tout un outil qui permet d'évaluer d'un point de vue éthique et de scorer justement tout un projet numérique, tout un traitement de données numériques avec un système algorithmique, en partant d'un postulat de base que j'avais vu sur le terrain, en me disant, OK, donc c'était dans la médecine, en disant, OK, la médecine se numérise de plus en plus, très bien, ça peut être, je suis super enthousiaste, ça peut apporter des choses considérables, changer les rapports entre les relations médecin-patient, entre les professionnels entre eux, super, mais comment s'assurer, parce que quand on touche à la médecine ou aux données personnelles, on touche à l'intégrité de la personne, comment s'assurer que ce qu'on fait avec ces données numériques à caractère personnel ou le système expert qu'on développe apporte vraiment bienveillance et bien fondé vis-à-vis au service de la personne. Et il y avait zéro, quand on fait un état de l'art, il n'y avait rien sur ce sujet-là. Et donc, c'est ce que j'ai travaillé depuis presque 10 ans et j'ai développé depuis 2017, puis après ma première entreprise qui s'appelait ADEL, pour Algorithme Data-Ethics Label, qui est le premier système de labellisation qui permet d'évaluer d'un point de vue éthique justement ces projets numériques avec cet esprit par rapport à tout ce que je vous ai dit, les différentes familles d'éthique, qui permet d'avoir une vision pas uniquement basée sur le réglementaire, pas uniquement basée sur les usages, mais aussi sur les concepts, sur les mises en place, sur l'organisationnel, sur le stratégique. On le voit bien que tout ça, c'est important. Donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des outils qui permettent d'évaluer d'un point de vue éthique ces projets digitaux. Alors, au fur et à mesure, à arriver les applications de plus en plus importantes d'IA. Alors là, parler d'IA, c'est de plus en plus marketing. Hein, on parlait de washing, mais c'est un peu pareil aussi dans l'IA. Ouais. Finalement, il n'y a même pas 10% des entreprises qui se disent qu'ils font de l'IA, qui font vraiment de l'IA. Ça, il faut le savoir. Et je crois que vous avez invité Luc Julia il y a quelques mois, et lui, il va vous-même vous dire que l'IA n'existe pas pour lui. Et donc, du coup, si vous voulez, dans l'état d'esprit, dans le fond, il a un peu raison, même si la vraie IA existe, mais n'est pas déployée d'un point de vue général. Donc, du coup, nous, ce qu'on a développé, c'est un audit à la fois systémique, avec une centaine, voire 200 questions pluridisciplinaires, transversales, qui retrouvent ces 44 métriques, différentes notions importantes qu'on retrouve au niveau de l'éthique et qui est structurante. Et à ça, on a développé des tests algorithmiques, mathématiques et statistiques, qui permettent de mettre les mains sous le capot et qui permet de tester les données d'entrée et de sortie d'un système algorithmique qui a incorporé dans l'IA pour regarder les biais, que ce soit au niveau discriminant, au niveau interprétabilité, au niveau robustesse, qualité, et qui permet d'analyser justement, et aussi les égalités de chance, et qui permet, et l'interprétabilité là-dedans, et la faisabilité. Donc, ça permet de regarder la performance là-dessus. Et ce qu'on fait, c'est qu'on acculture les entreprises. Donc, il y a des labels qui s'appellent label ADEL, AIACT ou autre, qui permet de s'apporter ça. Et il y a de plus en plus de labels aussi, de certifications qui commencent à emboîter le pas, aussi pour préparer le futur réglementation européenne sur ce sujet. À ça, on peut incorporer et outiller les entreprises. C'est-à-dire qu'on peut créer des plateformes de data visualisation qui permettent de suivre ces tests-là au quotidien. Parce que vous pouvez faire un audit à l'instant T, c'est très bien, mais ça marche quand ce n'est pas de l'IA. Mais quand c'est de l'IA, rappelez-vous, l'IA à l'instant T, OK, mais si vous n'avez pas un tableau de bord pour suivre son évolution dans le temps, ça pose des problèmes. Et ça allait justement rejoindre la question suivante que j'allais vous poser, c'est que finalement, on a avec ces audits en quelque chose, des photos à un instant T. Or, vous avez parlé que l'éthique, c'était quelque chose qui était en mouvance, qui était évolutif. Et au final, la question que je pose, c'est est-ce que finalement, l'éthique by design, compte tenu des imperfections éthiques qu'une solution peut avoir à un instant T, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, en fait? Quelque chose vers quoi on tend, mais qui n'existerait jamais réellement une solution parfaitement éthique, en fait. Alors je vous rassure, je vais démystifier quelque chose, c'est qu'on n'arrivera jamais à tendre sur 100% d'éthique, par définition. Donc, du coup, si vous voulez,
Si déjà, vous imaginez que vous partez d'une régulation de 0 là-dessus, et donc, ou des outils ou un encadrement qui est de 0. Donc, moi, mon objectif, je sais très bien que même si la personne obtient le label ADEL ou autre en disant il est éthiquement très acceptable, mais il ne pourra jamais tendre à 100% d'éthique. C'est impossible parce que c'est toujours en mouvance. Mais, par contre, déjà, on lui donne une base et après, on lui donne une feuille de route avec des actions pragmatiques pour s'améliorer dans le temps. Vous voyez? Et l'acculturation, à cette base-là, moi, je ne dirais jamais, et je mets au défi n'importe quel acteur du marché ou autre institution, dire à 100%, je vous garantis que cette IA, encore plus si c'est de l'IA, elle est éthiquement, à 100%, elle est éthique. On arrivera toujours à trouver, alors c'est peut-être un peu inquiétant, mais il y aura toujours des failles. C'est comme la cybersécurité. Dire que c'est 100% sécure, c'est mentir. Après, on peut tendre sur un maximum de barrières pour éviter, mais il y aura toujours, c'est toujours la course contre la montre. Et donc, du coup, si vous voulez, on parle de washing, éthique de washing. Moi, là, les choses qui commencent à m'énerver un peu, c'est se dire, mais je suis très gentil, donc je m'énerve doucement, c'est de dire… nous aussi, on est gentils, hein, Jérôme, on est très gentils. Ne vous énervez pas. Non, puis on est à distance, donc au pire, ce sera sur mon canapé ou autre. On est sympa. Si vous voulez, c'est se dire, moi, les grandes entreprises qui sortent, oh, regardez, on a rédigé une charte éthique sur la data ou sur nos projets numériques et qui leur font en effet de communication extérieure. Mais très bien, mais c'est un effet d'annonce. Parce que derrière, qui vous prouve qu'ils l'appliquent vraiment et qu'ils ont fait des actions là, pour moi, c'est que des effets d'annonce. Et on prend un autre exemple. Vous me dites, OK, il y a des labels, je ne vais pas les citer parce que ça ne se fait pas, mais qui vont vous dire, nous, on labellise une entreprise pour être sûr qu'elle soit éthiquement acceptable dans tous les IA qu'elles vont développer. Moi, je ne sais pas. C'est comme si je disais, je vais labelliser un grand constructeur de voitures français ou autre, et je n'ai jamais éprouvé toutes les voitures qu'elle a construites. Comment vous pouvez vous dire que vous avez fait toute une démarche pour dire l'entreprise elle est éthiquement acceptable dans sa démarche de construction des IA sans avoir éprouvé, nous le label, il labellise une plateforme digitale à une finalité bien précise. Et s'il y a une évolution de la finalité, c'est un autre audit. Ok. Donc on est bien dans Mais c'est un peu comme l'environnement durable. Il y a 20 ans, on disait, oui, il faut être environnement durable, ça fait bien. Très bien. Mais entre les faits et les effets d'annonce et de pratique, dans le quotidien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, donc en fait, finalement, c'est cette démarche d'amélioration continue finalement qui tend vers une North Star métrique, quelque part éthique, comme on dit dans l'univers un peu technologie, qui est important en fait. Et que 100% éthique n'est pas… c'est un leurre de dire, voilà, moi j'ai une solution qui est 100% éthique. Déjà, si on voit ça pour répondre à la question, on peut être sûr que finalement, c'est un effet marketing et pas un effet éthique by design. Très bien, donc je voudrais dans un second temps, parce que le temps court très rapidement, parler malheureusement de l'actualité du moment et notamment le contexte géopolitique avec l'invasion en Ukraine et la guerre. Alors aujourd'hui, certaines personnes, dans certaines discussions, pourraient se dire, très bien, à quoi bon finalement parler d'éthique quand on a un contexte géopolitique qui est si fort, avec des règles, quand on fait des règles si fortes éthiques, quand on a en face un adversaire qui est dictatorial sans scrupules. Donc, on ne va pas parler de ça de manière générale, mais sur un point en particulier. Quel est, selon vous aujourd'hui, le risque de voir des armes létales autonomes arriver sur le terrain? Et finalement, comment parler d'éthique de décision dans ce contexte de guerre en particulier? Si vous voulez, là, déjà, il y a eu quelques années, on a sorti un moratoire au niveau international sur les armes justement autonomes. Et donc, du coup, ça, si vous voulez, alors je ne sais plus qui l'a porté, ça doit être l'ONU ou autre, mais qui ont porté, et finalement, pour l'instant, en disant, c'est un peu comme, c'est les mêmes moratoires qu'en analogie avec le nucléaire.
C'est-à-dire que ça reste des armes de dissuasion. C'est comme ça qu'ils l'ont conçu. C'est pour ça qu'on le voit malheureusement, l'actualité nous rattrape. On le voit qu'au niveau de l'OTAN, il y a 2 pays qui ont ces armes de dissuasion donc nucléaires, c'est la France et l'Angleterre. Et puis, enfin, en Europe en tout cas, avec l'OTAN. Puis avec l'OTAN, il y a aussi forcément les États-Unis. La Russie l'ont, la Chine l'ont, et puis d'autres pays aussi, l'Inde l'ont, etc. Mais l'Israël aussi en ont d'autres. Mais si vous voulez là-dessus, donc du coup, vous nous balancez la bombe nucléaire, nous, dans la minute qui suit, on fait une réplique, et donc du coup, tout le monde a perdu. Et donc du coup, ça dissuade. C'est un peu ça l'idée. Pour les armes létales, la moratoire était de se dire, bon, on s'interdit d'en construire ou de développer ça, machin. Je ne vais pas vous faire peur, les Chinois sont en train de le faire dans leur sous-sol ou autre, et les Américains sûrement. Donc, du coup, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est un peu artificiel. Après, quand on dit ça, il faut quand même réfléchir, dire, ça se pose des vraies questions. C'est-à-dire, la vraie question, c'est de se dire, peut-être qu'on voit qu'avec le conflit qui arrive aussi, que voilà, on est au XXIe siècle, on n'est plus au XXe siècle. C'est-à-dire que les instances internationales qu'on a créées au XXe siècle, ou qui font des fois plus anciennes, même au XIXe siècle, je pense qu'il faut les réformer, qu'il faut les modifier d'un point de vue structurel, parce qu'en en fait, elles ne sont plus adaptées, et parce que quand on parle de l'histoire de l'humanité, ça évolue dans le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain ou hier, et en éthique, c'est pareil, et en géopolitique aussi. Et donc, du coup, il y a des choses qui se font maintenant qui sont tolérables et quelques années avant n'étaient pas tolérables et inversement. Et donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les instances gouvernementales internationales. Parce que si on veut se dire, et on le prend, là, il y a une annonce, il y a eu 2 effets au niveau de la France qui a la présidence européenne, justement, et au niveau du digital. C'est qu'il y a à peu près il y a un gros mois de ça en janvier, je crois, donc il y a presque 2 mois, ils ont sorti, porté par la France via notamment le plan Ma Santé 2022, ils ont sorti une charte éthique sur les données numériques en santé et qu'ils ont présenté devant les instances de l'Union européenne. Donc, ça a une vraie influence. Donc, la France a toujours été locomotive, notamment avec l'Allemagne forcément, mais avec ça. Mais l'objectif, c'est de se dire, nous, comme on n'a pas l'argent en Europe par rapport aux Chinois ou aux États-Unis, on a cet esprit des Lumières, des penseurs grecs et latins, de l'éthique, ça fait partie de nos racines. Ouais. Un pays qui est très, très intéressant à ce niveau-là, c'est le Canada et notamment le Québec, avec Montréal, qui ont cette double culture américaine, donc le côté pragmatique, et le côté aussi européen quand même et français sur la vision des Lumières. Et donc, du coup, ils ont l'éthique appliquée au digital et notamment à l'IA, ici, très développée. Mais du coup, si vous voulez, ça pose des vraies questions sur les instances, parce que même si on fait les plus belles chartes éthiques ou les codes de déontologie ou ce que vous voulez au niveau européen, on voit qu'on prend le RGPD. On voit qu'il y a quand même un impact sur certains pays et États aux États-Unis qui sont en train de faire un RGPD associé, entre guillemets, un peu plus light, mais quand même. Donc, on les acculture quand même, parce qu'il y a de plus en plus de scandales aussi dans le sens. Je me rappelle, mon premier investisseur d'entreprise, d'Adel, qui était un franco-américain, me disait « Mais je ne comprends rien à ce que vous faites. L'éthique, c'est quoi? Pour moi, c'est de la philosophie. Moi, tant que je suis dans le juridique, je fais ce que je veux après. » Et donc, moi, j'avais eu comme parrain Cédric Villani, donc Medalfitz, qui disait, mais non, il faut vraiment mettre de l'éthique. Et d'ailleurs, il l'a mis dans le rapport Villani de l'IA, donner du sens à l'IA. Et donc, du coup, il y a un vrai intérêt là-dessus. Ça pose des questions. Alors, je vais même être un peu provoque, et je le mets dans le livre. On prend la devise française au XVIIIe siècle, donc au niveau des siècles de lumière. Liberté, égalité, fraternité. Moi, je me pose une question en me disant, ça avait du sens à ce moment-là. C'était des valeurs qui étaient associées à l'identité française et puis aussi
à tout ce qui était d'un point de vue collectif, identitaire, etc. Très bien. Au XXIe siècle, avec tout ce qu'on a vu avec les crises, avec le Covid et tout ça. Est-ce que la liberté, finalement, ça a encore du sens? On a vu que dès que c'était liberté individuelle et collective, c'était des confrontations assez rudes. Peut-être que la liberté, on pourrait la remplacer par responsabilité. Ce serait plus pragmatique. Égalité, peut-être que finalement, on voit bien, personne n'est égaux à l'instant T. Donc peut-être que c'est illusoire et peut-être qu'il faut le remplacer par l'équité actuellement. Et peut-être que la fraternité, il faut le remplacer par la solidarité. Ça parle plus et c'est plus concret, c'est plus pragmatique. C'est pour ça. Alors, je ne vais pas vous dire de tout changer, je ne suis pas du tout dans l'esprit woke, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut avancer aussi avec notre temps et notre siècle. Et les grandes institutions de régulation et internationales, il faut aussi qu'elles avancent dans ce sens-là. Très bien, merci. Juste une petite, en 2 minutes, une dernière question avant de passer aux questions-réponses. Là, aujourd'hui, l'Union européenne est sous présidence française. Vous l'avez évoqué justement par rapport à son influence et même par rapport aux grandes institutions internationales qui devraient, elles aussi, porter le leadership de l'éthique. Mais la présidence française de l'Union européenne, qu'est-ce que vous en espérez, je dirais, pragmatiquement parlant, en termes de régulation de l'éthique au niveau européen et international, du coup? Clairement, en particulier en santé. Clairement, je vais être un peu dur. J'en attends malheureusement pas grand-chose parce que par rapport au calendrier, c'est-à-dire qu'on est là, entre guillemets, une présidence d'un pays, je crois que c'est 6 mois de mémoire. On a déjà entamé 2 mois et demi. Voilà, on est en pleine élection présidentielle dans 3 semaines. Du coup, il restera 2 mois. Bon, voilà. Donc, par contre, ce qui est important, là, c'est sorti il y a quelques jours. Ils se sont posés des questions. C'est Bruno Le Maire qui en parlait. Ça pose des questions avec ce conflit mondial, au niveau, en tout cas, de l'Est, avec l'Ukraine et la Russie, et la Biélorussie sûrement. C'est se dire, finalement, ils ont mis sur la table au niveau européen tout ce qui était la souveraineté numérique européenne. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a la cyberattaque aussi que les Russes peuvent nous envoyer, ou d'autres pays, et se dire qu'ils coupent quelques câbles sous la mer, et puis ils privent toute l'Europe d'Internet. Alors, c'est un peu vulgarisé, mais en gros, ça peut faire des vrais dégâts. Et je ne parle pas des cyberattaques et tout ça. Et donc, il n'y a pas que les ressources organiques de gaz, de pétrole ou inorganiques, ou de métaux rares, alimentaires, etc. Il y a aussi les ressources, finalement, de la souveraineté à être autonome et souverain d'un point de vue digital. Donc, ça pose de vraies questions, en effet, ouais. Merci, Jérôme, pour tous ces éclairages. Je pense qu'on peut peut-être passer aux questions. Je crois que je vois dans le chat qu'il y a quand même un certain nombre de questions. Guillaume, peut-être as-tu déjà les premières? Alors oui, j'ai déjà quelques questions. Jérôme, alors il nous reste 20 minutes. Alors ça va être un petit peu question pour un champion, quand même. Bien, voilà, être un petit peu... J'ai une question de Sixtine. Est-ce qu'il y a une possibilité de verrouiller les intelligences artificielles du genre loi d'Asimov, pour ceux qui connaissent, afin d'éviter une future prise de pouvoir? Alors ça, c'est une question qui fait référence à mes questions du tout début sur la singularité technologique et l'intelligence supra-humaine. Je répète, possibilité de verrouiller les IA afin d'éviter une future prise de pouvoir. C'est une question sur la régulation. Donc, ça veut dire limiter d'un point de vue technologique, c'est-à-dire limiter ses compétences ou ses fonctionnalités. Parce que oui, forcément, on peut faire des régulations et c'est là où le by design est important, si vous voulez aussi. C'est-à-dire qu'on peut limiter Après, moi, je vous donne un exemple. Je pense que le métier de développeur, s'il y en a qui sont développeurs, je suis désolé, mais je pense qu'il sera amené à se raréfier parce que ça se trouve, dans quelques années ou décennies, il y aura des IA qui vont développer mieux que des êtres humains. Parce que là, c'est juste qu'on lui demande aux développeurs de retranscrire des choses par écrit en ligne de code, quoi. Donc, ça peut se faire. Après, pour répondre à la question,
oui, on peut toujours mettre des freins. Après, le problème, c'est qu'il y a une double régulation, en fait. Il y a une régulation du concepteur, de dire, bah, moi, je m'interdis à faire des armes autonomes. Très bien. Mais après, il y aura toujours des gens qui vont, c'est un outil, qui vont toujours faire plus parce que ça va être plus performant, parce que ça va prendre plus de parts de marché. Et donc là, il y a une régulation qui doit être extérieure, qui doit justement encadrer. Donc pour moi, il y a une double régulation. Et puis l'éthique, on a parlé beaucoup d'éthique, mais pour moi, il ne faut pas la mettre en confrontation avec le juridique. Au contraire, ça doit être complémentaire, parce qu'il y a la régulation. L'éthique est là pour accompagner. D'accord? Donc, c'est en amont, pendant et après. C'est tout le long de la chaîne de vie. Par contre, le juridique, il est plutôt là pour sanctionner, on va dire. Donc, il est en poste. Oui, c'est à la fin. C'est une régulation post-ante, si vous voulez, ex post-ante. Et donc, du coup, voilà, c'est là où il faut dire qu'ils sont complémentaires. Merci, Jérôme. Amandine. Oui, j'ai une question de Yves qui nous demande, pardon, au regard de l'état de l'intelligence artificielle actuellement et des limites que l'on éprouve notamment en entreprise, il me semble qu'il y a une marge sévère de progrès pour rejoindre votre vision à 2050. Qu'est-ce qu'il faut apprendre et développer comme domaine pour joindre cette vision? Là, on a parlé tout à l'heure de formation et d'éducation. Ce qui est important, et on le voit arriver, notamment, moi je donne pas mal de cours dans les universités de médecine notamment, on le voit arriver, je leur dis, je préconise, et on me demande de venir créer des modules d'éthique appliqués au numérique, parce qu'on le voit bien, c'est-à-dire qu'on prend le médecin, mais on peut le retranscrire dans tous les autres secteurs. La plus-value du médecin de demain, notamment quand c'est le radiologue, où finalement le radiologue il va lire une imagerie médicale, donc c'est de la reconnaissance visuelle, faciale, etc., ou le dermatologue qui va regarder une image, et ben finalement leur plus-value elle est où? Ou le médecin généraliste, qui demain il y a un système expert qui fait un diagnostic semi-automatisé, et ben ça va être dans la relation médecin-patient, c'est dans l'humain, c'est dans les enjeux, les risques autour de ça. Et donc du coup l'éthique médicale doit prendre encore plus d'importance, mais être associé dans ces formations-là. On est là pour créer finalement des nouveaux savoirs technologiques. Peut-être que le médecin de demain, moi, ma nièce, elle est en troisième année de médecine à Paris, là, ils apprennent des cas cliniques dans tous les sens. Mais peut-être que le médecin de demain, dans sa formation, il aura moins à apprendre tous les cas cliniques. Il ne faut pas qu'il perde son savoir médical, parce que ça, c'est un des risques d'être dépendant de la technologie. Donc, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça ce que je dis. Mais je dis qu'à un moment donné, c'est comme la calculette. C'est-à-dire que la calculette, moi, on me demande demain de faire une division à la main ou une intégrale, je ne sais plus faire. Par contre, j'ai mon téléphone, j'ai la calculette, en 2-2, je fais l'opération. Et donc, du coup, c'est là où il faut adapter ces nouvelles technologies. Il y a des corps de métier qui se transforment, les ARC, les attachés de recherche clinique, qui sont là pour intégrer, pour analyser l'intégrité des données qui sont pertinentes ou pas, qu'elles sont biaisées ou pas dans les recherches cliniques. Et les ARC de demain, ça va être aussi des personnes qui vont chercher dans tous les secteurs d'activité la nature même des données, parce qu'un projet Big Data, c'est pluridisciplinaire au niveau de la data, et à un moment, il peut y avoir des biais au sein des cohortes, et donc des corrélations qui vont aussi être impactées. Et donc, il y a plein de corps de métiers différents qui vont se développer à ce niveau-là. Et pour finir, une demande du marché, c'est qu'on voit apparaître des départements de l'éthique séparés du département du juridique. Ça, c'est fondamental. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie prise de conscience. Avant, c'était le juridique qui faisait l'éthique de l'entreprise et la compliance, etc. Et maintenant, ils séparent les deux parce qu'ils s'aperçoivent que c'est deux choses différentes, complémentaires mais différentes. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Digital Ethics Officer. C'est ce qui se développe de plus en plus. Peut-être que le DPO, c'est-à-dire le responsable de la data pour le RGPD, il va avoir un rôle plus vaste parce que ce ne sera plus que la data, ce sera aussi les algorithmes. Et donc, du coup, on voit créer des nouveaux postes. Question suivante. Du coup, une question de Christophe Rougon.
Toujours sur l'intelligence artificielle supérieure, Jérôme Béranger, vous nous faites peur. Une forme d'IA supérieure mais bienveillante est une vision positive, mais ne se confronte-t-elle pas au darwinisme qui a conduit à la disparition des espèces et de formes de vie plus faibles? Comment est-ce compatible? Pas certain que l'éthique soit suffisamment protectrice, nous dit Christophe Rougon. Alors, j'entends, je veux dire, lui, il devrait lire mon livre, parce que j'ai essayé justement de ne pas être anxiogène et d'apporter des pistes. Alors après, si vous voulez, on les prend pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tout simplement, l'IA, elle reste un outil. Alors après, si vous voulez, elle est forte, elle a une conscience, je l'entends. Moi, j'ai plus peur, et je pourrais faire la même remarque aux questions qu'il m'a faites, avec, si vous voulez, le transhumanisme. C'est-à-dire, si demain, je fais un homme augmenté avec des puces de mémorisation et que c'est un super homme où il a des prothèses de machin, il court 2 fois plus vite qu'un être humain normal, etc., d'un point de vue avec un exosquelette, ce que vous voulez, ça m'ennuie plus parce que là, on dénature l'espèce humaine, en fait. Et donc là, on fait des hiérarchisations entre l'homme 2.0, l'homme 3.0, je ne sais pas. Et là, par contre, là, ça me pose problème. Et là, je peux le retrouver dans sa remarque. Par contre, avec l'IA, si dès le début, on l'encadre et on lui fait des fonctionnalités bien restrictives, etc., voilà, elle ne sera jamais au même niveau de complexité. On parlait qu'il y avait peut-être des traces de conscience, mais dans la conscience, il y a la conscience du monde, il y a la conscience de soi, il y a la conscience morale, et tout ça, et conscience de l'espace-temps. Et dedans, il y a plein de multi-diversités. On ne connaît même pas 30% de notre cerveau humain. Hein? Donc, du coup, si vous voulez, on ne connaît même pas toutes les capacités. Donc, c'est compliqué de se projeter sur de l'IA forte, si vous voulez. Donc, du coup, je pense qu'on en est loin. Mais par contre, il y aura quand même des évolutions dans ce sens-là. Donc, du coup, c'est maintenant qu'il faut parler. Si, par contre, on ferme les yeux et puis qu'on dit, bon, on verra, ça n'arrivera jamais, et puis ça arrive, là, par contre, il aura raison. Donc, moi, je veux rester optimiste, mais je veux dire, OK, très bien, alors on fait quoi? Parce que de toute manière, on avancera toujours dans ce sens-là. L'évolution technologique des outils, depuis l'âge des cavernes, elle n'a pas de frein, en fait. Et donc, merci, Jérôme. Voilà. Amandine. Oui, une question de Philippe qui nous demande: aborder l'IA forte sous le prisme humain, n'est-ce pas un biais cognitif? Autrement dit, n'y a-t-il pas un syndrome du créateur potentiellement dangereux? En effet, qu'est-ce qui garantit que nous saurons détecter l'éveil de cette IA forte? Par essence, la mise en réseau foisonnante d'agents computationnels basiques ne pourrait-il pas donner naissance par interférence harmonique à une sorte d'intelligence organisationnelle similaire à ce que l'on observe chez les insectes et même chez les humains? Je ne suis pas sûre que ce que nous appelons IA forte soit par essence du même domaine culturel, éthique, perceptuel que l'humanité. Et donc, du coup, ça, c'est une remarque ou une question, du coup? Je pense que c'est peut-être que Philippe souhaite éventuellement... Ah non, il a quitté. Alors après, si, alors j'essaie de... Non, je suis là. Ah. Non, mais c'était à la fois une remarque et une question. Bon, moi, je suis DPO, tu parlais effectivement de tout ce qui est RGPD, et il se trouve que je suis aussi expert dans tout ce qui est ces domaines technologiques. Donc le problème, effectivement, la question que je me pose, tu parles d'éthique, effectivement, tu parles de ces éléments qui sont centraux dans cette technologie, mais le problème, ce qu'on observe, nous, c'est on n'est pas sûr d'avoir justement la possibilité de détecter l'émergence de cette conscience synthétique. Donc, justement, par rapport à ton point de vue, tu parles de maître de l'éthique, mais systématiquement, c'est comme si tu envisageais que l'IA était une création de l'humain et n'était dans aucune manière en capacité d'échapper à cet humain. Moi, je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle
les consciences machines ou synthétiques, ben, on soit en capacité notamment de les maîtriser. Moi, je vois ça alors, aussi. je vous remercie, Philippe, pour votre question. Juste parce que, comme Amandine a déjà lu votre commentaire, qui est une question, et merci de l'avoir explicité. Jérôme, une réponse courte, s'il vous plaît. Oui, là-dessus, j'ai envie de dire, Merci. c'est ça tout l'intérêt de la physique quantique. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu comme le stéthoscope par rapport à la cardiologie. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après de la découverte du stéthoscope pour la détection des maladies cardiologiques. Et après, il y a eu les dissections avant au tout début. Et après, il y a eu un avant et un après sur ce qu'on a pu faire au niveau cardiaque. Et en termes d'identification. Et c'est un peu pareil. C'est-à-dire que quand on aura développé des applications de quantique d'accord, parce que la conscience humaine intègre dedans des phénomènes de quantique. Ça, on le sait. Et dans la neurologie, dans la neuroscience, la cognition, on le sait, il y a plein d'études là-dessus. Donc moi, en mon sens, je pense que c'est quand on aura développé ces outils d'application quantique qu'on va pouvoir détecter, mieux comprendre le cerveau humain et la nature de la conscience. Et donc, du coup, par mimétisme, découvrir aussi s'il y a des traces de conscience artificielle qui sont déjà en état, mais à l'heure actuelle, on n'a pas de visibilité, ça je vous l'accorde. Voilà, c'est tout. Question suivante, peut-être Guillaume. J'ai une question de Charles Sélène qui est avec nous. Avec ma casquette de spécialiste des financements philanthropiques. On revient sur l'éthique, là, par rapport aux entreprises. Comment financer de manière éthique les travaux sur l'éthique en intelligence artificielle? Bonjour Charles, on vous voit, vous avez un joli paysage derrière vous. Aujourd'hui, ce sont les grands mécènes Silicon Valley qui financent quasiment tous les labos universitaires et think tanks travaillant sur l'éthique en intelligence artificielle dans le monde. Ils sont aussi en parallèle les industriels qui produisent de l'IA et ne souhaitent pas être bridés. Comment sortir de ce conflit d'intérêts total qui induit une censure ou une autocensure des travaux sur la dimension éthique et leur dissémination à grande échelle? J'ai envie de répondre. Vous prenez mon entreprise. J'ai aucun lien de financement avec, peut-être que j'ai tort, mais avec des GAFA ou BATX, etc. Et on essaye de bouger les lignes dans ce sens-là. Après, de toute manière, il y a des liens d'intérêt dans toute recherche ou parrainage. Et donc, du coup, moi, c'est comme je disais, quand j'ai créé la boîte, si mon premier grand client, c'est Google, je vais avoir un gros chèque, je suis content, mais derrière c'est fini, quoi. Si derrière, je suis parrainé par Amazon, si vous voulez, pareil, ma vision va être biaisée ou la visibilité que je peux avoir, la légitimité aussi. Et donc, du coup, c'est important d'avoir une indépendance financière là-dessus. Et d'ailleurs, vous prenez un exemple, Microsoft ou autres ont créé des comités d'éthique, je ne sais plus comment ça s'appelait, il y a 2-3 ans. Il a duré même pas un an. Et en fait, même les experts, la moitié sont partis parce qu'ils se sentaient qu'ils étaient manipulés, je ne sais pas, mais ça n'allait pas dans le sens qu'ils voulaient. Et là, je pense qu'on était vraiment dans l'éthique washing que Amandine posait la question en tout début de l'interview dans sa partie. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de créer ça. Peut-être que ça doit être des… Moi, j'avais pour idée de développer, au-delà de l'entreprise, une fondation ou une agence de notation comme le triple A, mais qui pouvait être le triple E pour éthique, je ne sais pas, et où, en fait, qui a des financements au niveau européen ou autre, comme une OMG, et en tout cas qui assure une indépendance. Mais d'un point de vue privé, ce serait compliqué, c'est vrai, parce que forcément, il y a des lobbying qui vont pousser dans un sens ou dans un autre. Merci, Jérôme. Question suivante, peut-être de Christophe. Christophe qui dit globalement, une prise de conscience de la nécessité de cette éthique globalement partagée ne risque-t-elle pas d'émerger après l'atteinte d'un point de non-retour, à savoir une suprématie d'une IA incontrôlable, comme cela semble être le cas sur l'environnement d'après certains scientifiques?
avec la remarque comme quoi Poutine a malheureusement dit que celui qui maîtrisera l'IA gouvernera le monde, et il a dit ça en 2019 a priori. On terminera avec cette question, puisque nous, il est 55 et il nous faudra conclure, s'il vous plaît. Du coup, oui, c'est vrai qu'on le voit bien. Si les Chinois ou les Américains, pour ne pas les citer, investissent des milliards sur la technologie de la quantique et de l'intelligence artificielle, c'est qu'ils voient bien tout l'impact et les répercussions que ça peut avoir d'un point de vue géopolitique et de pouvoir, du coup, de décision ou autre vis-à-vis de la planète. Donc ça, on en est bien conscience. Et du coup, c'est pour ça qu'on repose la question qu'il va falloir qu'il y ait des instances internationales, je pense, nouvelles, qui se créent avec des nouveaux rapports de force pour ces sujets-là et qui soient déconnectés de ce qui s'est fait actuellement pour avoir un poids au niveau planétaire. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions qui se posent. Et encore, on n'est encore pas avec les voitures autonomes dans tous les sens. Ça pose des questions de réglementation. Parce que, pareil, l'éthique de la France ou des Européens par rapport aux Chinois ou aux Américains, ce n'est pas la même. Mais qui vous dit que d'un point de vue oriental, cette éthique-là vaut plus que l'autre? Ben, voilà, c'est pareil par rapport au conflit avec la Russie et l'OTAN ou l'Europe. On est d'accord sur les faits. Mais après, le scope de la cause, où ça peut, avec un autre regard, je ne dis pas qu'il faut légitimer, mais on peut mettre des nuances. Et je pense que c'est ça, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une souveraineté numérique européenne ou autre qui soit figée et qui impose quelque chose à l'ordre établi. C'est-à-dire que même au sein de l'Europe, on a des cultures différentes. On n'est pas une Europe fédérale avec le même langage, avec les mêmes tout. Donc, du coup, ça pose des vraies questions en disant il faut l'adapter par les États aussi et avoir une soupape de nuances ou d'adaptation, d'applicabilité en fonction du territoire où vous le mettez en application. On peut avoir un socle commun universel, ça c'est fondamental, mais après, il faut toujours avoir des ajustements et, en fonction du temps, du moment et du territoire ou des personnes qui vont l'utiliser. Merci Jérôme, il est 19h57, merci beaucoup. Ismaël, je te donne le mot de la fin. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette interview. Ismaël. Merci beaucoup. Merci en premier lieu à Jérôme pour cette masterclass, cette interview qui était absolument passionnante. On a traversé plein de choses pendant cette heure et demie qu'on a passé ensemble. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous, d'avoir pris le temps pour Sciences Po Alumni, de partager ces instants. Merci à Guillaume et Amandine qui sont des intervieweurs hors pair. On avait déjà eu Guillaume à l'interview pour Luc Julia et là on découvre Amandine ce soir. C'était merveilleux. Merci infiniment. Et puis merci à Rotia qui a géré la série de questions-réponses, le back-office de la série questions-réponses. Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, on a préparé un programme qui est riche pour cette année. Alors évidemment, on fait un peu de teasing, on ne va pas vous dire tout ce qu'on va faire. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses dans les tiroirs. Oui. Peut-être que vous connaissez bien le système du site de Sciences Po Alumni, mais si vous ne le connaissez pas, je vous précise la chose suivante, c'est que les communications sont données en fonction des centres d'intérêt que vous avez déclarés. Et donc, si vous voulez suivre nos activités, je vous conseille même d'aller vous connecter sur votre compte et d'aller suivre le groupe Cercle des Humanités Numériques de manière à ce que vous ayez toujours nos actualités. Et puis, dans quelques jours, vous allez recevoir un message de notre part avec quelques instants de l'interview et de la soirée qu'on vient de vivre tous ensemble. Voilà, il est 19h59, quelques secondes, il est 20h. Moi, je suis suisse, donc j'apprécie qu'on termine à 20h. Je trouve ça absolument génial. Un peu déçu de ne pas pouvoir être en présentiel et de pouvoir offrir, comme ça se fait chez moi, une bonne bouteille de vin suisse à Jérôme. Mais j'espère que j'aurai l'occasion d'en amener une lors de mon prochain passage à Paris. Et puis, je vous remercie toutes et tous encore de votre participation et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie aussi du coup du Cercle des Humanités Digitales pour l'invitation et les activités que vous faites, parce que je trouve que c'est fondamental et peut-être que vous êtes très réactifs et on sent que vous êtes des personnes passionnées
qui traite un sujet passionnant, et c'est ce que je veux retenir là-dessus. C'est comme ça qu'on crée des histoires et qu'on fait avancer les choses. Et ce qui est le fondamental et qui est très enthousiasmant avec toutes les questions qu'on se pose, c'est qu'on a la chance, je trouve, d'être au début de cette transition-là. Et c'est maintenant qu'il faut se poser les questions et surtout les rendre pragmatiques. Et c'est peut-être le message que je voulais faire passer là-dessus. C'est que c'est bien de philosopher, c'est bien de moraliser, mais après, il faut acculturer, il faut sensibiliser et il faut faire des actions pour rendre les choses applicables et appliquées. En tout cas, je vous remercie pour ces beaux échanges avec vous. Voilà. Merci, Jérôme. Merci. C'est le mot de la fin. Merci, merci à vous et merci. Très bonne soirée. Au revoir aux Lyonnais, Nathalie Ollier, les Lyonnais, l'Ambion Business School, bravo. Vive Sciences Po. Très réussi, bonne soirée. Merci Estelle Marguerite. Merci à vous tous. Passionnant. Au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Au plaisir, merci.